Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Radoub. Bienvenue à bord de l'Indianapolis. Alors bien sûr, port de Radoub, blablabla, forcément on va faire un petit historique de ce croiseur américain premium de rang 7 qui est en quelque sorte le pendant premium du Pensacola au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire à la fin, globalement du mois de mai, avant la refonte de l'arbre technologique américain, qui va voir lequel arbre technologique va au niveau des croiseurs se partager en deux, entre croiseurs lourds et croiseurs légers. Voilà comment ça va se présenter. À la place des croiseurs, effectivement, il va y avoir effectivement deux branches. Et ces deux branches vont effectivement voir les navires de la branche initiale se répartir. Alors pourquoi? Peut-être que vous voyez les noms, Salt Lake, Astoria, Pittsburgh, Buffalo. C'est juste pour les contributeurs, pour qu'ils testent les navires avec des noms qui ne rappellent pas les noms qu'ils vont, comment dirais-je, des croiseurs qui seront ensuite dispatchés. C'est juste pour éviter la confusion. Le Cleveland, le Pensacola, New Orleans, Baltimore et des moines seront dispatchés et apparaîtront dans la double liste telle qu'on la voit à l'heure actuelle. Mais pour l'instant, mon propos, c'est de parler de la liste initiale et de parler de l'Indianapolis. Alors, pourquoi l'Indianapolis? Pour simplement parce que ce navire a un destin particulier et que je souhaitais le mettre en avant, indépendamment, bien sûr, de ses capacités techniques et de sa comparaison potentielle avec le Pensacola. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire sur l'Indianapolis? Tout d'abord, on ne peut pas parler de l'Indianapolis sans parler du Pensacola. Le Pensacola, c'est le croiseur de rang 7 et c'est un croiseur américain qui a été construit à l'époque dans les strictes limites du traité de Washington qui stipulait un certain nombre de critères pour les croiseurs lourds. Et entre autres les fameuses barrières des 9-10 000 tonnes que ces croiseurs ne devaient pas dépasser. Le Pensacola est construit dans ces extrêmes limites. Le tout, c'est que les Américains souhaitaient un croiseur ayant un fort potentiel offensif, et donc on va monter une artillerie de 203 mm, et ça se fait forcément au détriment du blindage, puisque forcément tout ce qui flotte, ça pèse quand même un poids, et comme les canons pèsent très lourd, on va décider que la vitesse sera la meilleure défense de ce navire. Le Pensacola, à peine sorti sur les flots, va tout de suite cristalliser un certain nombre de défauts, et les autorités navales vont tout de suite s'en apercevoir et mettent tout de suite en chantier le successeur du Pensacola, en l'occurrence le Northampton, donc une classe de navires intermédiaire qui va déplacer un poids un tout petit peu plus important, mais qui correspond sensiblement en type d'armement au Pensacola, mais avec une ceinture de blindage un petit peu plus forte. Soyons clairs, la ceinture de blindage du Northampton sera dérisoire par rapport à celle du Pensacola, et ce ne sera pas une avancée majeure. Et c'est à ce moment-là que l'on décide donc de lancer le projet de 5 croiseurs, sur la base d'une classe du premier d'entre eux, c'est-à-dire le Portland, avec l'Indianapolis comme sister ship. Très vite, ces deux navires vont être construits et on va décider d'allouer le budget des 3 suivants. D'allouer le budget des 3 suivants à une autre classe de navires, celle qui apparaît dans le jeu sous la classe New Orleans. C'est en effet les New Orleans qui vont succéder in fine au Pensacola après 2 essais un peu malheureux, quoique dans le cas de l'Indianapolis et du Portland, l'essai n'était pas si malheureux que ça, le navire s'avérant assez bien loti.
Sur un plan strictement technique, l'Indianapolis a une longueur de 180 mètres 44, un tirant d'eau de 6 mètres 40. Il déplaçait 10 258 tonnes à vide et possédait 4 turbines Parsons alimentant 8 chaudières. Alors, on va voir comment ça se présente. Vous voyez, les 4 turbines, effectivement, signifiant qu'il y avait 4 hélices à l'arrivée. Sur un plan de l'armement, 3 tourelles triples de 203 mm. Les 3 tourelles triples sont bien reproduites ici. 8 canons simples de 127 mm, pour les secondaires donc, et 8 mitrailleuses de 12,7 servant également, on va les voir, là, on les voit là, les mitrailleuses, je pense que, tenez, hop, voilà, armement secondaire. Alors on voit pas les mitrailleuses, non, on voit que l'armement secondaire, en l'occurrence, voilà, les canons de 127 mm. Il y en a bien 8 fois 1, on les voit ici, et on voit à côté les mitrailleuses de 12,7, qui doivent être celle-ci, là-haut. Ça c'est pour l'armement, c'est pour la défense AA, hein, rayon d'action 10 000 miles marins, soit ce qui correspond sensiblement à 18 520 km, à 15 nœuds, soit 28 km/h à peu près. Il y avait également, alors il y a eu, il embarquait des avions, là on va les voir, mais on sait que en ce qui concerne le gaming, c'est toujours plutôt, voilà, on voit la grue de l'avion et, comment dirais-je, la catapulte ici. Et on voit bien la grue à côté pour repêcher l'hydravion. Alors en 1932, c'était plutôt des Corsair, des 4 O2U. Et il y en avait 4 O2U Corsair. Et ensuite, c'était des Vogue. Et ensuite, il y a en 1942, donc grosso modo 10 ans après, on va passer à des Kingfisher, des OS2U. Qui sont aussi, alors qui ont aussi été embarqués à bord du Missouri. Sur la photo que je vais mettre, on voit celui du Missouri d'ailleurs. Voilà pour la fiche technique de l'Indianapolis. Maintenant, on va passer à son historique. On sait qu'il a été lancé en 1931 et il va être, comment dirais-je, il va être affecté à la flotte du Pacifique. D'ailleurs, il sera affecté à Pearl Harbor, mais il était en dehors de Pearl Harbor au moment de l'attaque et il va chasser. À ce moment-là, il s'occupait surtout du transport de troupes. Il relocalisait des escouades sur des îlots autour de Pearl Harbor. Et au lendemain de l'attaque, d'ailleurs, il va chasser, il va partir à la chasse de la flotte japonaise qu'il ne va pas trouver, d'ailleurs. Et quelques jours après, il reviendra à Pearl Harbor et il sera affecté à ce moment-là à l'escorte du Lexington. Sur un plan historique, il va participer à plusieurs opérations, mais ce qui retient surtout l'attention de l'Indianapolis, c'est bien sûr sa fin, qui est l'une des fins les plus tragiques, et qui est, sur un plan strictement bilan humain, le plus tragique, la plus grosse catastrophe militaire suite à un naufrage pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je m'explique. Nous sommes, comment dirais-je, en 1944, l'Indianapolis, on est même le 30 juillet 1945, pardon, l'Indianapolis vient de quitter Guam, où il a livré des pièces, des composants très importants pour les 2 bombes atomiques, celles qui exploseront sur Hiroshima et Nagasaki. Il repart donc vers probablement Pearl Harbor. Là, je n'ai pas d'informations, mais je pense que c'est effectivement, il retournait vers son port d'origine, lorsqu'il sera torpillé par le sous-marin japonais I-58. A priori, le sous-marin japonais a torpillé un croiseur sans savoir que ce croiseur avait envoyé la bombe. Pourquoi je dis cela? C'est que l'opération était top secret, ultra secret, et il était tellement secret que l'Indianapolis ne devait communiquer avec personne. Et ces consignes ont été tellement observées en quelque sorte que le navire non seulement va couler en 12 minutes après avoir pris ses torpilles au but, mais aucun message, aucun SOS ne va être lancé. Et ce n'est que 4 jours plus tard qu'on va lancer des recherches, ne voyant pas arriver le navire,
On va lancer les recherches pour retrouver l'Indianapolis. Qu'est-ce qui s'était passé? Le navire avait coulé en 12 minutes, il y avait un peu plus de 1000 marins à bord, et rien qu'au moment de cette attaque, il va y en avoir 300 qui vont être tués. Les 900 survivants se retrouvent donc à l'eau, et ils vont être à l'eau en pleine mer, en plein Pacifique, les 900 marins, et ils vont devoir affronter la déshydratation, bien sûr, hein, l'hypothermie, mais surtout les attaques de requins. Et au bout de 4 jours, on retrouvera les survivants. En gros, il y restera que 317 marins survivants. Les autres, sur 900 qui avaient sauté du bateau, la plupart des autres ayant été tués par les requins. Cette histoire tragique et réelle a été reprise lors du film Les Dents de la Mer, puisque l'un des personnages centraux, Clint, le marin, raconte le naufrage de l'Indianapolis, puisqu'il était un des rescapés, et il explique par le menu, en détail, pendant une toute petite séquence, assez poignante d'ailleurs, il explique ce qui s'était passé, comment les requins les ont attaqués, et petit à petit faisaient fondre les effectifs des navires. Je vous suggère de revoir ce passage, qu'on retrouve assez facilement sur YouTube, et en français s'il vous plaît. Il est assez poignant. Il va y avoir même un mémorial concernant donc l'Indianapolis et en mémoire donc de ces malheureux et de ce qui sera même l'une des plus grandes tragédies en temps de guerre connue par la marine américaine. Voilà pour l'historique, le cours historique de l'Indianapolis. Mais j'y tenais vraiment parce que ce navire, pour des tas de raisons, d'abord son destin tragique, et ensuite parce que c'est malgré tout un excellent navire, et je vais vous le prouver en vous mettant, soyons fous, 2 parties. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire un historique assez court malgré tout. 2 parties qui, je l'espère, vont vous plaire. 2 parties en Indianapolis que j'ai fait le même jour, pratiquement coup sur coup. Comme j'ai énormément de mal à choisir entre les deux, parce que les deux ont véritablement, comment dirais-je, développent 2 types de stratégies différentes, et que j'avais du mal à trouver laquelle était la plus intéressante. Les deux parties sont intéressantes. Je vais vous mettre les deux, tant pis, la vidéo sera un peu plus longue, mais je crois que ce navire vaut vraiment la peine qu'on lui fasse cet hommage. A tout de suite en bataille. Bien, alors nous partons bataille sur la carte de frères. Je suis en tier 7, donc en gros, grosso modo, top tier, sachant que bon, il y a 4 navires qui ne sont pas tier 7, donc on est quand même... on peut parler de bataille tier 7 pure. Pour l'instant, je me propose d'avancer à toute petite vitesse pour voir un peu comment l'équipe va se dispatcher, sachant qu'effectivement en Indianapolis, peut-être un peu moins qu'en Pensacola, mais tout comme le Pensacola, l'Indianapolis doit servir de support et ne peut en aucun cas attirer l'attention sur lui. Alors dans un premier temps, effectivement, je décide de partir sur la droite, et puis je vais jeter un coup d'œil sur la minimap, et comme moi, vous allez voir, vous voyez subitement que l'ensemble des navires semble prendre l'option de partir sur la droite. C'est une bataille en capture de base, donc il n'est pas question d'accepter de libérer un flanc totalement. Donc je bascule tout à bâbord et en avant, en espérant que je vais influencer 1 ou 2 navires qui partent à droite, parce que l'ensemble des gens vont partir à droite, et qui, en voyant qu'un ou 2 par à gauche, peut-être qu'ils accepteront de me suivre. L'Algérie semble le faire, le Myoku aussi, donc je me mets en ligne de bataille bien derrière l'Algérie. Dans un premier temps, je vois que le Königsberg aussi n'est plus très chaud pour partir complètement à droite. Donc on se retrouve avec un petit pool de 4 croiseurs. Algérie, Myoku et moi, on peut envisager une force de frappe, de constituer une force de frappe assez solide. Malheureusement pour nous, comme vous le constatez, les cuirassés n'ont pas décidé de nous suivre. Ça, c'est juste embêtant. Alors l'option qui me reste dans ce cas-là, ça va être effectivement, comme vous le voyez, je me maintiens en seconde ligne.
J'ai une portée de 16 km 9, ce qui est quand même relativement raisonnable, bien sûr. Je ne suis pas un Myoku qui tire un peu plus loin, mais je peux quand même faire quelques bonnes... distribuer quelques bons pains dans la tête. Là, le Myoku envoie des torpilles, on se demande pourquoi. Bon, à 10 km, donc que très peu de chances de faire de moindres dégâts. Première cible en vue, un Myoku et un Gneisno. Alors là, le Gneisno est assez surprenant, regardez-le, foncé, droit devant lui. Le Myoku, lui, il est un peu plus raisonnable. Et le Gneisno, bon, bah voilà. Alors je me mets de flanc parce que le Gneisno tourne, qu'il n'a pas le temps de faire d'ajuster un tir. Reload 15 secondes, c'est beaucoup. C'est bon, alors on a quand même un bon ratio de dégâts possible, mais c'est vraiment beaucoup. Et là, on s'aperçoit qu'il y a quand même deux cuirassés, deux croiseurs face à nous. Alors que nous, on n'est que 4 croiseurs et qui commencent, comme vous pouvez le constater, à faire demi-tour. Donc moi, je me propose de faire l'essentiel de mes dégâts sur les Gneisno, partant du principe que je vais effectivement prendre très cher à un moment ou à un autre. Fort heureusement, il y a un croiseur qui, le Mutsen Myoku d'ailleurs, décide de continuer à partir sur la droite, et ben ça me va, moi. J'ai pour l'instant pas été vraiment focus, et j'en dois pas connaître suffisamment l'Indianapolis. Savoir que c'est un navire assez facile à citadeller. Pas autant, encore une fois, que le Pensacola, mais ça reste quand même un croiseur qui est assez haut sur l'eau, qui est une cible facile. Le Gneisno tente son coup, oui, et il me loupe, merci, Astro, ça c'est sympa. Voilà, le Gneisno a pris 2-3... on va dire ses dégâts, et ben il s'en va. Tout ça n'est pas très utile. L'offensive ennemie a été retardée et on a la surprise de voir que déjà un cuirassé a fait demi-tour et vient vers nous. Donc il n'y a pas de raison, nous, de continuer à se réfugier à la base. On repart. Et je repars derrière le Myoku qui a pris un peu de retard, qui a pris un peu d'avance, pardon. Enfin, c'est moi qui ai pris du retard. Myoku qui est en face d'un lion et du Gneisno. Ça risque d'être un peu chaud pour lui. Moi j'aime bien, ce que j'aime bien dans l'Indianapolis, c'est ce côté un petit peu... il est assez précis, c'est assez facile de faire des dégâts. Il suffit que je dise ça pour le louper, mais bon. Il y a toujours cette poussée ennemie, vous voyez, de Omaha, Myoku, la Galissonnière, Gneisno, qui est là, et qui sont là. Et il y a le lion qu'on ne voit plus pour l'instant. Moi je continue à farmer les dégâts sur le Gneisno, c'est probablement à mes yeux le plus dangereux, même si le joueur n'est pas forcément très bon. Le Gneisno a un potentiel offensif qui peut faire très très mal. Donc je m'efforce de rester assez loin. Je regarde s'il y a moyen de faire des dégâts sur le Myoku. Je vois que le Myoku tourne. Je me dis que c'est pas très intelligent de tirer. J'aurais pu passer à la paix, mais ça me demandait encore 12 secondes de de temps de chargement. Donc je préfère rester à la HE. L'Omaha, une salve, 2 incendies. Ben voilà, c'est l'Omaha. Hein. On éteint tout de suite. On n'a pas assez de points de vie et de défense pour se permettre de tanker. Par contre, le Gneisno, là, c'est intéressant. S'il s'occupe pas de moi, il est toujours sur le Myoku. Moi, je tourne, j'utilise les îles. J'utilise autant que possible les comment dirais-je, les obstacles fixes et naturels. Voilà, je cherchais le mot. Bon, là, c'est un beau raté. C'est une carte que j'ai déjà fait plusieurs fois avec d'autres navires. Et que ce soit un Myoku, les Shorts, j'aime beaucoup ce genre de type de défense. Là, je tente, je prends très cher. Mais j'aime beaucoup ce type de défense où il s'agit de faire des 8 dans l'eau.
et de tirer sur tout ce qui bouge et de montrer qu'on est là pour défendre. Généralement, comme vous pouvez le constater, les ennemis reculent. Et j'ai perdu la moitié de ma vie, là, quasiment. Petit demi-tour. Et on retourne. C'est maintenant moi qui suis en première ligne, ça c'est un peu moins cool. On a en effet perdu le Mewtwo. Là, le push ennemi commence à être sérieux, a commencé à devenir une chose sérieuse. Parce que, bah, voilà quoi, on a nos croiseurs et notre cuirassé qui sont plutôt sur le reculoir. Je suis passé à la paix, le Gnaizno étant quasiment de flanc, j'essaye de voir qu'est-ce qu'il est possible. S'il est possible de faire des dégâts. Bon, il vise pas très bien, le Gnaizno, tant mieux pour moi d'ailleurs. Là, je suis repassé à la cheveux. Et je fais des prières pour que... Voilà, citadelle. Ça, c'est juste une salve à la paix qui est rentabilisée. Et maintenant, bah, il ne reste plus qu'à espérer que je vais faire un incendie. Le lion me loupe, le Gnaizno me loupe. Je suis aidé, hein, je suis bien aidé par l'inefficacité de mes adversaires. Je ne le nie pas. Mais le Gnaizno, moi j'aime beaucoup l'Indianapolis. Regardez cette salle. Là, j'ai pas réussi à mettre d'incendie. Et le Gnaizno se récupère. Alors, il n'est pas question de le lâcher. Il a déjà récupéré. Il remonte à 3000 points de vie, qui est presque 4000. Il faut lui mettre un incendie. Malheureusement, c'est loupé. Ça, doit être le lion qui me met ses dégâts. Et je continue à farmer le Gnaizno. Il faut sortir un maximum de canons. Et voilà, incendie. Ça, c'est bien. C'est très très bien. Le Gnaizno ne peut plus l'arrêter, son incendie. Et voilà, Gnaizno en moins. J'ai quasiment tiré que sur lui, mis à part 10 000 faits sur le Mewtwo avec la citadelle. Donc maintenant je passe au lion. Il faut continuer à faire des dégâts sur les cuirassés. Hein. Mais on va reculer parce que là il me reste plus beaucoup de points de vie. Et je recule parce que la bataille n'est pas gagnée du tout. Hein. 70 points de retard. Et comme vous pouvez le constater, le Mewtwo me rate. Ça c'est un petit peu un scandale. Même si je suis une petite cible avec l'efficacité du Mewtwo et de son... Comment dirais-je, sa précision, il n'est pas normal qu'il m'ait loupé à ce point-là. Bon, là, je m'éloigne, je suis toujours focus, toujours visible par le lion, entre autres, ça m'embête. Et le lion s'occupe pas de moi, alors ça me va, je peux faire des dégâts. Ouais, j'en fais pas, justement. Donc, je vais tourner, tout doucement. On a empêché l'ennemi de pousser. Il est même en train de reculer, carrément. L'Algérie, lui, est relativement intact. Il est resté tout le long dans la base. Mais il va s'avérer que c'est un bon joueur. Il y a pas de critique dans cette remarque que je fais. C'est pas une critique. Bon, le lion n'a plus beaucoup de points de vie, donc il faut essayer de le sortir aussi. Alors c'est vrai que si je touche là et que je sors, c'est un petit vol de kill. Je suis qu'à 37,8 de dégâts, c'est pas énorme. Hein. Mais voilà, deuxième cuirassé qui pourrait sortir. Le deuxième cuirassé qui était sur ce flanc. Alors maintenant l'idée c'est de sortir le Mewtwo. Le lion sorti par l'Algérie. Le Mewtwo lui va... Je vais pas réussir à le toucher. Je lui tire dessus pour l'obliger à bouger. Parce que je pense sincèrement que je peux... Mes tirs vont pas passer très très loin. Et ça va obliger le Mewtwo à bouger. Voilà, il prend une grosse chouquette du cuirassé. C'est un lion, je crois. Ouais. Et donc, il va pas s'en tirer. Maintenant, on peut faire demi-tour. J'ai pas oublié qu'il y a un lag additionnaire qui était dans le coin.
Enfin, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Il doit regretter d'être venu parce qu'il est tout seul sur ce flanc. La bataille est en train de basculer. On est passé devant. Même si techniquement, quand on regarde le score, on mène, on est 6 à 5. Bon, on a 100 points d'avance. Pour l'instant, techniquement, on n'a pas encore gagné. Hein. Alors que là, je me débrouille pour amener toutes mes tourelles côté bâbord. Et il faut que je parte. Alors, on parte à la chasse du lac Galissonnière. Et à ce moment précis, mon idée c'est de descendre droit devant sur la base. Là, je vais. Je sais pertinemment que la Galissonnière a une citadelle. Hein. Mais je me demande si je pourrais pas le dépoper, enfin lui faire mal avec mes HE. Si je tape de pas trop loin, voilà, je vais arriver sur lui avec moins de 8 km de distance, ça risque de lui faire très mal. Donc je change pas, je reste sur la HE. Torpille de l'Algérie. Il est pas mal. La Galissonnière risque fort de se les manger. Mais là je suis passé à la paix. Ça, 6000. La Galissonnière, c'est à éviter les torpilles. Et voilà, Indiana, boum boum boum, blaum, 3 citadelles, frappe des vastes, terminé. Et là, j'ai changé mon objectif. La bataille est quasiment gagnée. Je vais, dans un premier temps, pour aider le Königsberg, mais le Königsberg s'en tire très bien contre la Katsuki. Donc l'idée maintenant, ça va être d'aller sur la base ennemie, et le plus court moyen pour aller d'un point à un autre étant la ligne droite, eh bien, il y a la passe des DD. Cette fameuse passe des DD que je n'emprunte jamais. Ou alors sous la contrainte et sous la torture. Et ben là, je vais l'emprunter, mais bon, pour des raisons, on va dire qu'il va plus se passer grand chose pendant un petit moment. Vous avez vu que, bon, c'est vrai que j'ai fait que 59 000 de dégâts. J'ai pas fait des miracles, hein. Mais j'ai montré le potentiel. Je voulais vous montrer le potentiel de l'Indianapolis. Après, faire plus de dégâts m'aurait obligé à m'approcher un peu plus. Vous voyez, là, j'hésite encore. Puis bon, allez, j'y vais. Je fais la passe des DD. Je sais pas où se trouve le deuxième croiseur. Mais j'ai regardé sur la liste, c'est un hommage. Même si j'ai plus beaucoup de points de vie, je dois pouvoir me forcer à l'Oma. D'ailleurs, l'Oma est au milieu de sa base. Et il va tomber sur l'Algérie qui va pas lui faire de cadeau. J'aurais même pas le temps de lui tirer dessus. Alors là, évidemment, comme on est en croisière. Hein. Voilà, l'Oma s'est fait exploser par l'Algérie, qui montre que c'est un bon joueur, malgré tout. Même s'il peut-être resté une bonne partie de cette partie, il est resté très en arrière, n'a pas pris de gros risques. Après, on s'assure, il a sorti 2 navires, il a fait des gros dégâts, et il s'avère qu'en plus, il va commencer à prendre la base, donc il fait des points d'expérience. Hein. Là, je suis toujours à la paix. J'ai pas eu à utiliser ni ma défense anti-aérienne, ni mon radar, tant mieux, bravo. Et là, je suis en train de réfléchir en me disant, bon, si le classement n'est pas trop mauvais, ça me servira de bataille, d'illustration de ma vidéo sur l'historique d'une Indianapolis. Même si à ce moment-là, je commence à regretter de ne pas avoir eu à me servir du radar, que j'aurais bien aimé montrer la manière dont on pouvait se servir de l'Indianapolis avec le radar. Donc là, je vise pour essayer de faire quand même d'optimiser mes dégâts. Bon, double citadelle sur le Fidji et l'Algérie finit. Fin de la guerre. Retour au port pour après cette première bataille. Alors, encore une fois, hein, je suis parfaitement conscient que je vous montre pas des batailles de folie à 100 cas de dégâts. Mais le propos, c'est de vous montrer le potentiel du navire.
et de montrer que ce navire est capable, malgré sa fragilité, est capable de tenir son rang, et on va le voir tout de suite à travers les écrans de la bataille. 4774 points d'XP, 956 XP libre, frappe dévaste, 6 citadelles, 2 navires coulés, 5 incendies. Je trouve que le ratio d'incendie est pas terrible quand même, hein. Après, on a quand même un reload de 14 secondes, c'est long pour arriver à mettre beaucoup d'incendies. Je finis second, pas très loin, enfin 70 points d'XP de base de l'Algérie qui a fait ses 3 kills. Donc grosso modo, j'ai tenu mon rang d'un croiseur lourd extrêmement léger. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait des dégâts à pas mal de monde. 21 000 sur la Galissonnière, mais on a vu dans quelles conditions. 19 000 sur le Gneisenau, lui je l'ai carrément farmé. 11 000 sur le Fidji, 8 300 sur le Myoku, 5 000 sur un Lion, 3 600 sur l'Iowa. J'ai parcouru 72 km. L'Indianapolis est un navire comme le Pensacola d'ailleurs, qui est fait pour beaucoup naviguer. Je ne suis pas du tout favorable au gameplay qui veut qu'on utilise un Pensacola ou un Indianapolis ou un New Orleans caché derrière une île et envoyer des chouquettes. On finit par se faire tourner et à se faire exploser très rapidement à ce petit jeu-là. 20 000 de dégâts à l'explosif, donc à la HE. Grosso modo, un obus sur 4 qui a porté. 34 000, voire presque 35 000 de dégâts à la paix, sachant qu'il y a un obus sur 2 pratiquement qui a porté. Et 15 000 de dégâts à l'incendie. Vous voyez que, bon, il y avait vraiment de quoi faire, hein. Mon commandant a pris 10 000 points d'XP, ce qui est plutôt sympathique. Et vous voyez que j'ai gagné 387 000, ce qui est plutôt plaisant. C'est un navire premium, ne l'oublions pas. C'est à ça que ça sert. Voilà pour cette bataille. Et pour cette deuxième bataille, donc, je décide de repartir avec l'Indianapolis parce que j'ai envie de faire quand même une démonstration des qualités de l'Indianapolis en mode chasseur de destroyers. Je suis en division avec le Gneisenau de Papy, que vous connaissez parce que vous voyez pas mal de ses vidéos, que ce soit en destroyer ou en porte-avions. Là, il est en cuirassé. Et dans un premier temps, mon propos va être de jouer déjà en roleplay, c'est-à-dire que je vais me mettre en soutien des 4 cuirassés qui sont là avec Papy. Vous voyez, enfin, il y a 3 cuirassés avec Papy. Kongu, Gneisenau, King George et le Gneisenau de Papy. Ils sont au centre. Mais très vite, King George quitte la formation. Et moi, je commence à me dire, bon, mon propos, c'est de soutenir mon équipier en Gneisenau. D'autant que je sais que Papy, qui joue le Gneisenau, a tendance à aller un peu au corps à corps avec son cuirassé. Donc pour l'instant, vous voyez, j'analyse, je suis en train de regarder un petit peu comment tous les navires se positionnent. Là, je ne vais pas aller sur A. Mon propos est d'aller vers l'île qui est entre A et B, puis de redresser et d'aller plutôt vers B, de diriger mes canons sur B pour protéger l'aigle et protéger la course du Gneisenau. Et puis je regarde la minimap et je me dis non, Papy est trop loin, déjà en train de s'éloigner. Ou moi qui m'éloigne. Donc je change complètement mon fusil d'épaule et je décide de partir derrière Papy. Je laisse Papy s'avancer à petite vitesse et moi je vais me positionner de manière à être derrière lui et de commencer à tirer au canon sur tout ce qui osera s'approcher de mon cuirassé, de mon compère en cuirassé, on va dire. Notre aigle est en train de caper B, c'est très bien. Moi, je ne tire pas tant que je ne suis pas derrière complètement Papy. Et puis je veux une solution de tir sur la Oba, qui, je le sais, doit tirer sur le Gneisenau de Papy. Voilà ma solution de tir. À la paix. C'est pas très malin, parce que j'ai peu de chance de lui faire beaucoup de dégâts. Mais j'arrive à lui faire un dégât. Alors c'est terrible. J'ai fait une pénétration, mais j'ai pas fait de dégâts. Je reste à la paix en me disant, voyons, c'était une erreur. Et là, bon, allez, hop, hop, 460. Ça commence à m'agacer. Là, je suis passé derrière, Papy. Mais tellement derrière que je suis sur le point de me bitcher, donc il va falloir que je tourne.
Et là, ça commence à être un peu plus sympa sur la Oba qui visiblement n'a pas compris que je lui tirais dessus. Voilà. Un petit loupé quand même, 1500. Et là, j'arrive, je suis toujours derrière Papy, mais lui, Papy, vous le remarquerez, est en train de tourner pour aller verser. Ou en tout cas s'éloigner, parce qu'il y a vraiment trop de monde sur B. Et notre aigle est un petit peu sans protection. Donc je vais pour protéger l'aigle. Je suis passé à la HE. Là, je vais me faire surprendre par la course du cuirassé anglais d'en face qui a petite vitesse. Je m'attends pas à ce coup-là. Là, je regrette de ne pas être à la paix. À la paix. Parce que j'aurais probablement pu faire des dégâts. Mais bon, là, Oba a bien esquivé mon tir. Le King George, vous voyez, a réduit sa vitesse. Du coup, Papy, ben, j'ai un peu abandonné. Là, c'est les torpilles d'Aoba. Notre aigle a bien capé. Là, tout va bien, pour l'instant. Là, je commets une petite erreur, un péché d'orgueil. J'aurais dû tourner complètement, faire demi-tour dans l'autre sens. Et là, je me retrouve face à un King George qui... Bah, il aime bien l'idée, quoi. Enfin, c'est pas moi qui vise. Il vise le cuirassé qui est derrière moi. Péché d'orgueil, mais je ne me prends pas les torpilles. Et là, il va falloir que je tourne. Je peux pas rester comme ça en ligne droite sur un Nagato qui fait très mal. Et donc, il y a un moment où il faut que je me mette de flanc. Là, petite King George qui évidemment est à la hache. Là, je retourne à nouveau pour présenter mon étrave. Je sais que le Nagato peut me faire très mal s'il me chope de flanc. Donc l'idée, ça va être d'être derrière l'île pour en avoir un minimum d'adversaires qui me tirent dessus avant de faire demi-tour. Voilà, un petit incendie sur le Nagato, et je tourne. Et on me loupe. Là au bas est un peu trop loin. Le Duke est en marche arrière. Je suis pas très loin de Papy. S'il a besoin d'aide, il viendra, hein, il m'appellera. Allez, un petit incendie sur le Duke maintenant. Et je vais me pitcher. Ou pas. Bon, voilà, je regarde un petit peu comment ça se présente aussi et là. Pour l'instant, on tient bien B. Donc l'idée qui me commence à venir, à me courir, c'est de partir sur A. Aller chercher A. Je sais qu'il y a les destroyers et je vous ai dit que je voulais faire de la chasse aux destroyers pour montrer les capacités d'Indianapolis. Toujours tourner, ne jamais rester en ligne droite avec l'Indianapolis. Surtout que là, j'ai choisi l'endroit le plus compliqué, hein, c'est celui où je n'ai aucune protection. J'ai beaucoup de chance que mes adversaires ne soient pas plus efficaces en termes de tir, parce que je pourrais me faire sortir. Et là, je regarde la minimap et oups, 2 DD, ben voilà. Alors, Shinonome ou pas Shinonome? Je crois pas Shinonome. Le tir, je l'ai mal anticipé. Le mas, il paraît évident tel qu'il a qu'il a lancé ses torpilles. Ah, je peux pas tirer à l'aveugle, donc il va falloir que je me mette sur le mas. Donc je tourne, parce que pour moi le mas a lancé ses torpilles. Il faut maintenant montrer les traves le plus vite possible. Là au bas est revenu pour faire des dégâts. Faut le dissuader, parce qu'ils sont en train de caper B, hein, les rouges. Hein. L'aigle, le Nagato, ça c'est très bien. Moi je mets un incendie sur la Oba, c'est encore mieux. J'ai obligé la Oba à reculer. Du coup, B, il reste B, reste chez nous. Là, encore une fois, en tournant sèchement,
Ben, j'ai évité de me prendre des citadelles. L'Omaha, encore une fois, c'est des gros ratios d'incendie. On l'a vu dans la bataille précédente. Dès la première salve, il m'a mis 2 incendies. Donc là, il faut que je sorte très vite. Le problème, c'est que j'ai pas envie d'hypothéquer mes chances. Double citadelle sur l'Omaha. Ça, c'est excellent. Et lui, il n'arrive pas à me mettre d'incendie. Voilà la force de la paix américaine. Hein. Même si je suis conscient, c'est un Omaha. Et moi, je dodge pour éviter qu'il me mette trop de dégâts. J'ai envie de garder mon maximum de points de vie pour les batailles, la suite de la bataille. Voilà, manque de peau, je tournais à un endroit où je pourrais pas bénéficier de toutes mes tourelles. Mais bon, c'est pas grave. Il me touche bien, hein, l'Omaha. Il joue pas mal. Je suis un poil trop prévisible. Alors je tourne brusquement. Il faut que je sorte. J'attends d'avoir mes 3 tourelles qui soient bien alignées. Voilà, l'Omaha qui tourne pile au bon moment. Et kaboum. Maintenant, la route est ouverte pour aller sur A. Mais, oups, je vois qu'il y a un destroyer qui est dans sa smoke là-bas. Allez, on va le chasser. On a un radar, il faut s'en servir. Donc il est en train de faire du dégât sur notre Kongu. Ah, je me débrouille pour rester au maximum derrière l'île. Je vois sa smoke, mais si elle se dissipe, je ne vois pas qui me voit y arriver. Là, plus tiré. Tant que... Et là, je suis repéré. Donc là, à mon avis, c'est le MAS qui est revenu. Donc radar. Le duc ne doit pas pouvoir me tirer dessus à cause de la montagne. Voilà. Il y a le Shinonome qui est là. Et il y a bien le MAS qui me voit. Shinonome qui intelligemment ne s'est pas montré. Et heureusement pour lui d'ailleurs, parce que il se faisait sortir. Enfin, il va être obligé. Hein, le Kongu lui tire dessus. À un moment donné, il va falloir qu'il bouge. Moi, le radar a déjà fini son action, malheureusement. Et j'ai pas de sonar. J'aurais bien préféré avoir le sonar que l'anti-air, mais bon. Donc je continue. Évidemment, c'est pas très emballant. C'est beaucoup de foulades, beaucoup de croisières. Je me prends une torpille du MAS. Et je prends très cher. Mais mon objectif, c'est de sortir un DD. Alors je suis à quoi, 30 nœuds. Shinonome, tel qu'il était placé, il ne pourra pas s'enfuir aussi facilement. Là, la bataille est en train de basculer. On vient de sortir le Numyoku et les Duke of York d'un coup. Voilà les torpilles du Shinonome. Très mal tiré. Toujours. Voilà le Shinonome. Allez. Voilà, là c'est le Kongu qui l'a sorti. Et papy me dit attention, j'ai le MAS qui est en train de qui m'a fait une embuscade. Ouais, mais il faut d'abord que j'évite les torpilles du Shinonome. Je tourne. Manque de peau, je suis pas assez rapide. Le MAS va bien faire son embuscade. Il va mettre 2 torpilles au but sur le Gneisno. On voit les torpilles qui arrivent là, vous voyez, sur le Gneisno. Il va s'en prendre 2. Il se prend très cher, peut-être même 3, non 2. Là par contre on va voir un moment où je suis pas fier. Je comprends pas très bien comment je fais pour le louper. Il était bien dans ma ligne de pierre, là j'aurais dû facilement lui enlever la moitié de ce qui lui restait comme vie. Peut-être même le sortir en un coup. Et là je vais faire un deuxième tir, regardez bien. J'arrive à 5 coups au but et je sors pas. Heureusement, le Kongu lui a encore une fois réussi à faire son petit... Alors c'est pas un vol de kid, hein, pas non plus exagéré. Mais 61 000 de dégâts, là tout va bien.
On est en train de caper A, la partie est finie. Il ne reste plus que 3 cuirassés totalement ils sont dansés. On a tellement d'avance qu'il n'y a plus besoin de s'affoler. On va caper A tranquillement et faire les points de cap. Moi, je rentre dans le point de cap pour ramasser quelques points d'expérience en plus. J'ai jamais trop. Hein. Et là, je tourne. Il n'y a plus qu'à attendre. Une vingtaine de secondes, grosso modo. Les 3 cuirassés sont ensemble. Et nous, on est à l'autre bout. Donc, ils ne peuvent plus gagner. On n'est pas fiers. Regardez Gleisno, il lui reste 16 700 points de vie. Moi, il m'en reste 3 700. Ça a été chaud. Mais bon, c'est bien battu. Bataille où on n'a pas fait d'éclat, hein, 61 000 de dégâts, il n'y a pas encore de quoi être fier. Mais bon. Que 3 incendies, c'est pas énorme. Le ratio d'incendie n'est pas terrible. Voilà, fin de la bataille. Et voilà, pour cette seconde bataille en Indianapolis, on a vu à peu près le même type de gameplay de jeu, dans le sens où j'étais tout le temps en mouvement, où j'ai réussi à me faire oublier la plupart du temps. Néanmoins, ça n'a pas empêché de faire 2900. Alors là, effectivement, il y a moins d'XP, mais ça vient du fait que j'avais gagné ma première victoire de la bataille précédente, donc j'ai pas le bonus par rapport à l'XP. 3 citadelles, 53, un seul navire coulé, une aide à la capture, 3 incendies. On est toujours dans le même ratio, même si là, en l'occurrence, de mémoire, j'avais fait 66, donc j'ai mis 13 coups au but de moins. Je suis toujours dans un ratio assez moyen, je vais dire. Je finis premier, de très peu devant l'Aigle, qui a fait beaucoup de cap. Mais je finis premier avec mon Indianapolis. 20 000 de dégâts sur un Omaha, 15 000 sur le Nagato, 12 000 sur le Duke of York, 8 000 sur un Aoba. J'ai eu un peu de mal avec l'Aoba, il me manquait. Pourtant, ce navire est très précis, mais j'ai tanké pour presque 1 million. Et j'ai parcouru un peu moins de kilomètres cette fois, 59 kilomètres. J'ai fait des ronds beaucoup plus petits dans l'eau. En termes d'obus, j'ai mis qu'un obus sur 6 pratiquement à l'HE et un obus sur 3 à la paix. J'ai fait 18 000 de dégâts à la HE, 26 000 à la paix et j'ai fait 16 000 de dégâts à l'incendie. Et mon commandant a pris 6 000 points d'XP supplémentaires. Vous voyez, ça monte, ça monte, ça monte. Voilà. Alors, petit verdict, est-ce que ce navire, même si encore une fois je ne suis pas, je n'ai aucune action au niveau de Wargaming, hein, il ne me rémunère pas pour vanter la qualité d'un navire, est-ce que ce premium vaut le coup? Moi, globalement, je dirais oui. Très nettement, oui. Ne serait-ce que pour ces types de batailles que vous faites, les 2 types de batailles que je viens de vous montrer. Ce navire a beaucoup de qualité, il est rapide, enfin rapide, il tient il tient son rang. Après, il est assez fragile, mais il a des magnifiques canons extrêmement précis, il vaut bien la précision des Japonais. Et pour moi, c'est très intéressant. Et il a une AP qui fait vraiment le café. Donc celui-là, en tant que premium, oui, faut l'avoir de chez soi. Ça peut être un navire, en plus c'est un rang 7. Mais ceci dit, je suis parfaitement conscient que les rangs 7, il y a beaucoup de navires dans le jeu qui sont d'excellents navires rang 7. Hein, je parlerai du Myoku, du Shors, qui tiennent largement à distance. Le York aussi est très bon chez les Allemands. Il y a quand même de très très bons navires en croiseur. Mais je trouve que l'Indianapolis, jouer finement, peut tirer son épingle du jeu et peut vraiment faire le travail. Et c'est un navire qui globalement ne vous décevra pas, à condition bien sûr de prendre quelques précautions, comme de rester au milieu d'une flotte, ou toujours caché plus ou moins, enfin naviguer en sautant d'île en île, mais éviter de rester arrêté en position statique. Ça, l'Indianapolis n'aime pas. C'est clairement, vous êtes fragile et vous n'avez pas vraiment, il n'y a pas un gros démarrage, donc si vous êtes pris à la torpille ou pris au canon, vous aurez du mal à sortir d'une nasse en étant arrêté et vous aurez du mal à redémarrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était un peu longue, je m'en excuse, mais encore une fois, c'est un petit peu l'hommage à l'équipage de ce magnifique croiseur lourd et ce malheureux équipage au destin tragique.
N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, donnez-moi votre avis. Et puis, à très bientôt, si vous le voulez bien.